Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'essentiel de l'immobilier. Aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets pour acheter un bien immobilier sans apport en 2025. Oui, vous avez bien entendu, acheter un bien immobilier sans apport en 2025. Je vais vous expliquer comment faire parce que oui, c'est encore possible en 2024 et ça le sera encore en 2025. Mais attention, convaincre une banque de vous accorder un prêt à 110% demande une bonne stratégie et une excellente préparation, car le prêt à 110% relève plus de l'exception actuellement que du courant. Dans cet épisode, nous aborderons les techniques pour rassurer vos banques, pour rassurer les banques en général, les lois récentes à votre avantage, comme la possibilité de résilier l'assurance emprunteur à tout moment ou encore la suppression du questionnaire de santé dans certaines conditions. Donc restez bien jusqu'à la fin de l'épisode car je partagerai avec vous les erreurs fréquentes à éviter pour réussir votre projet immobilier et vous faire financer donc à 110%. C'est pas encore Noël, mais j'avais envie de faire ça avec vous pour ce futur début d'année. Comme ça, vous aurez toutes les cartes en main pour faire des super affaires en 2025. Donc allons-y, c'est parti. Dans la première partie, je voudrais vous expliquer pourquoi vous devriez toujours acheter sans apport dans les cas les plus classiques, je dirais donc hors investisseur. Vraiment, si vous achetez de la RP ou une résidence secondaire, vous devriez toujours acheter sans apport. Tout d'abord, beaucoup pensent que sans épargne disponible, donc sans économie mise de côté à la banque sur un LEP ou sur un livret A, peu importe, l'immobilier leur est inaccessible. C'est faux. Vous pouvez tout à fait acheter, même si vous n'avez pas 10% de la valeur du bien que vous convoitez en économie. Alors attention, petit disclaimer, vous devez toutefois avoir un peu d'économie de côté. Un peu, tout est relatif, hein. Si vous achetez un bien à 100 000, si vous avez 2 à 5 000 euros de côté, c'est très bien. Voilà. En fait, on en reparlera un petit peu plus tard dans cet épisode, mais vous devez quand même avoir un minimum d'économie. Dans un contexte où l'inflation grignote la valeur de votre argent tous les jours, acheter sans apport peut être, à mon sens, une stratégie intelligente. Encore une fois, si vous rentrez dans les cases, surtout avec les taux d'intérêt qui restent compétitifs, malgré ce que j'entends au quotidien. Je ne sais pas vous, mais moi, mes parents, par exemple, à l'époque, ils empruntaient autour des 10 à 11%. Alors, vous savez quoi, même si demain, les taux dépassent les 7%, on sera toujours mieux que nos parents. Pensez-y. Acheter sans apport vous permet aussi et surtout de ne pas avoir à payer de votre poche des frais de notaire. Je vous annonce que les frais de notaire vont augmenter prochainement de 0,5 points. Attention, quand on parle d'un crédit à 110%, vous aurez sûrement à payer les frais de caution bancaire. Et ça, vous allez devoir les payer de votre poche. Pourquoi? Parce que quand vous allez souscrire votre crédit, votre banque va vous demander de payer la caution bancaire, en tout cas les frais de mise en place de la caution bancaire. Et généralement, pour un bien à 200 000 euros, c'est aux environs des 2 000, 2 500 euros. Pourquoi? Parce que c'est pour prouver à la banque que vous êtes en mesure de souscrire une caution bancaire. Donc ça, c'est hors banque. Elle ne va pas financer ça. Vous allez devoir, cet argent, vous allez devoir le payer, peu importe. Vous pouvez tourner le truc dans tous les sens. 99% des cas, vous le payez. Et vous devrez aussi sûrement avoir à avancer l'apport nécessaire, le dépôt de garantie. Je dis l'apport nécessaire, mais c'est le dépôt de garantie chez le notaire à la signature du compromis. Ça se négocie. Je m'explique. Quand vous allez signer le compromis chez le notaire, on va vous demander de mettre un apport, une garantie qui veut dire que vous vous engagez à acheter le bien à travers le compromis et c'est une preuve de bonne foi. Donc vous allez laisser un dépôt de garantie. Ce dépôt de garantie, généralement, il est autour des 10%. Mais vous pouvez le négocier. Moi, il m'est arrivé bien souvent de laisser seulement 500 euros sur des biens à plus de 100 000 euros. C'est tout à fait possible. En fait, c'est vraiment ce que vous allez dégager. C'est aussi avec quel notaire vous avez l'habitude de travailler ou pas. Et c'est aussi, je dirais, le profil de votre projet. Si vous achetez votre résidence principale, que vous laissez 500 euros et que vous avez déjà fait des investissements auparavant, votre notaire aura 100% confiance. Il sait que vous allez au bout des choses et il acceptera de prendre 500 euros. Si c'est votre premier achat avec un notaire que vous ne connaissez pas, ça va être compliqué de dire au notaire que vous voulez seulement mettre 500 euros sur une maison à 200 000 euros. Accrochez-vous, toutefois c'est possible, mais il va falloir négocier sec. Il va vous être rendu à la fin de la vente ou alors il va venir en déduction du prix final que vous allez payer. Mais l'un dans l'autre,
c'est de l'argent que vous devez avoir. Cet apport doit être présent et doit être disponible parce que vous allez en avoir besoin, en tout cas, au moins jusqu'à la rédaction du compromis. Et vous allez devoir donc faire le chèque. Je crois que c'est jusqu'à 10 jours après la signature du compromis chez le notaire, faute de quoi la vente peut être annulée. Donc pensez bien à ça, prenez-le en compte, négociez, faites attention, mais c'est de l'argent que vous allez devoir sortir. Toutefois, on reste dans le cadre d'un crédit à 110%, puisque vous n'allez pas payer, vous, de votre poche, les frais de notaire, comme il est souvent demandé par la plupart des banques. Acheter sans apport, c'est pour qui et c'est dans quelles conditions? Alors, malheureusement, tous les profils ne se valent pas pour les banques et toutes les banques ne proposent pas des crédits à 110%. D'ailleurs, la plupart du temps, quand vous demandez un crédit à 110%, vous avez, je dirais, 3 chances sur 5 de vous voir recevoir un refus. Pourquoi? À ce jour et pour les prochains mois, à mon sens, et d'après mes prédictions, la Caisse d'épargne et le Crédit Agricole resteront les banques les plus aptes de vous proposer des crédits sans apport. Quand une banque vous fait un crédit sans apport, elle prend plus de risques que si elle faisait un crédit avec apport. Pourquoi? Parce que ça veut dire déjà que vous n'avez pas l'argent, ou alors du moins que vous ne voulez pas dépenser cet argent pour l'achat. Déjà là, il y a une petite subtilité, hein. Si vous n'avez pas l'argent et qu'elle doit vous financer 110%, ça se négocie, mais c'est compliqué, mais c'est possible. Et ensuite aussi, si vous êtes nouveau client dans la banque, que vous n'avez pas de compte, que vous n'avez pas d'antériorité, alors là, c'est encore plus compliqué d'obtenir un crédit à 110%, mais c'est possible. Et vraiment, les deux banques qui acceptent les nouveaux profils avec ou sans épargne et qui font des prêts à 110%, c'est la Caisse d'épargne et le Crédit Agricole. Je vous informe aussi que si vous voulez demander un crédit à 110%, c'est le moment. Foncez, parce que les enveloppes budgétaires pour les crédits des banques, généralement, ils sont octroyés entre janvier et mars. Donc entre janvier et mars 2025, si vous voulez être dans l'enveloppe crédit de la banque, puisque les banques en fait ont une enveloppe crédit qu'elles ne doivent pas dépasser, hein, elles ont un quota, elles ont un objectif de crédit à faire, vous devez, vous, avoir un projet immobilier entre janvier et mars. Ce qui signifie donc que si vous allez voir votre banquier dans cette période de temps, janvier et mars 2025, vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir un crédit à 110%. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il y a un profil parfait. C'est toujours pareil, c'est comme ça, malheureusement, oui, on ne peut pas faire autrement. Il y a des profils qui ont plus de chances d'obtenir un crédit à 110%, parce qu'aux yeux de la banque, ils sont moins des profils à risque et ils sont plus aptes à rembourser le crédit. Et voilà. Donc, le profil parfait pour 2025, c'est quoi? Un jeune actif en début de carrière, qui est en CDI, qui a terminé sa période d'essai et qui a une profession qui n'est pas à risque. À risque, ça veut dire qu'il n'est pas serveur, il n'est pas, je sais pas moi, il ne monte pas sur des échafaudages ou sur des grues à main nue sans sécurité. Il n'est pas pilote d'avion de chasse. Il ne travaille pas sur des plateformes pétrolières 6 mois de l'année en Inde. Et ça, déjà, si vous êtes un profil classique, dans une profession classique, en CDI avec une période d'essai terminée, vous avez déjà plus un point. La deuxième chose qui va favoriser votre crédit à 110%, c'est votre capacité d'épargne forte. Si vous êtes capable de mettre un peu d'argent de côté tous les mois, ne serait-ce que 100 euros par mois, déjà vous prouvez à la banque que si vous arrivez à payer votre loyer et à mettre un peu d'argent de côté, vous n'êtes pas quelqu'un de dépensier. Donc ça, c'est bien. La troisième chose qui va favoriser l'obtention d'un crédit à 110%, c'est l'achat de la résidence principale. Si vous achetez une résidence principale, vous aurez plus de facilité à obtenir 110%. On a parlé des économies de côté, mais il faut aussi qu'on parle du découvert. Si vous n'êtes pas à découvert sur les 4 derniers mois, généralement c'est 3, mais moi je préfère dire 4 derniers mois, votre banque aura plus de facilité à vous suivre. Si vous êtes à découvert ne serait-ce que de 100 euros sur un des 3 ou 4 derniers mois, c'est mort. Si vous achetez un bien sans travaux, hors travaux d'embellissement, hein, qu'on s'entende bien, un peu de peinture, c'est pas des travaux. Mais si vous achetez un bien sans travaux où il n'y a pas un toit entier à refaire, votre banque va vous suivre aussi plus facilement. Attention, s'il y a un toit à refaire et que vous demandez un crédit de travaux pour le refaire, vous aurez plus de difficultés à obtenir un 110%, parce que la banque va penser qu'il y a une marge d'erreur sur votre devis, sur les travaux que vous allez engager, et donc elle sera un peu plus frileuse à vous suivre sur ce projet. Un projet, ça nous amène à la suite. Un projet bien présenté et rassurant pour la banque. Il faut vraiment que votre projet soit bien ficelé,
et rassurant pour la banque. C'est très important, on en parlera tout à l'heure. Et aussi et surtout, si vous êtes un client fidèle, si vos parents étaient à cette banque, si vous demandez un crédit dans la banque de vos parents ou dans une banque où vous avez déjà une antériorité de 5 à 10 ans, vous aurez bien plus de facilité. Et aussi, bon, je ne l'ai pas mis, mais si vous avez un CEL, un PEL, un LEP, tous ces trucs à la banque, bon, bah voilà, ça va vous aider à obtenir à 110%. Prenons un exemple simple. Imaginons que Julia, 28 ans, qui travaille en CDI depuis un an, elle loue un appartement à 800 euros par mois. Elle a réussi, elle toute seule, à épargner 5000 euros en 3 ans. Elle va voir sa banque, elle prend rendez-vous, comme tout le monde. Là, elle n'a rien à faire. Elle demande son crédit à la banque et en fait, de par ses actions, elle va prouver à sa banque qu'elle peut supporter des mensualités similaires pour un crédit immobilier et qu'elle arrivera quand même à mettre de côté. Et généralement, si elle est capable de louer un bien à 800 euros, elle va faire un crédit à 600 euros. Donc, elle va avoir encore une faculté supplémentaire d'épargne. Et là, elle va obtenir un prêt sans apport, mais d'une facilité déconcertante. Pourquoi? Parce que Julia a le profil qui rassure les banques. Elle est complètement dans les cases. Et donc, ça m'amène à la troisième partie. Comment construire un dossier qui rassure les banques? Je vais vous donner les éléments clés qui vont vous servir pour convaincre votre banque. Tout d'abord, alors ça c'est super important et je ne l'entends nulle part, le biais de cohérence entre votre profil et le projet. Les banques cherchent une cohérence entre votre profil personnel et professionnel et le projet immobilier que vous présentez. Dites-vous que c'est comme si vous étiez un peu à un entretien d'embauche. Il faut que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que votre parcours, que votre expérience, que tout soit cohérent. Adaptez votre projet à votre profil. Si vous êtes un primo-accédant avec un peu de patrimoine, par patrimoine, je l'entends au sens large, ça veut dire un peu d'économie. Si vous arrivez avec un projet ambitieux, que vous voulez acheter un immeuble, rénover 3 appartements et vivre dans le quatrième, la banque, elle va vous regarder, elle va dire, bon là, c'est non. Pourquoi? Parce qu'un projet trop ambitieux risque de vous discréditer aux yeux du banquier. Même si lui, il n'est pas investisseur, même si lui, il n'y connaît rien, il a des grilles. Derrière, il y a toute une équipe qui valide ou pas le projet, et là, c'est mort. La situation aussi géographique du bien que vous souhaitez acheter. Je sais, il y en a beaucoup, on en a déjà parlé dans l'épisode avec Quentin, donc je reviens dessus. Il y a des manières de céder un petit peu et de tricher un petit peu, toujours dans la légalité j'entends, mais soyez cohérent avec votre profil géographique et le lieu où vous travaillez. Ne demandez pas l'achat de votre résidence principale à 100 km de là où vous travaillez, ce n'est pas cohérent. Même 50 km, ça commence à faire. Sauf si on est en région parisienne, la situation géographique du bien que vous souhaitez acheter doit être aussi cohérente avec votre lieu de travail et vos habitudes de vie. C'est logique. Vraiment, j'y tiens. Point particulier là-dessus. N'essayez pas de gruger tout le système, ça ne marchera pas, vous allez passer pour des imbéciles. L'effort d'épargne, comme on en a parlé pour Julia, c'est un indicateur clé. L'effort d'épargne est un signal fort pour la banque. Elle veut voir que, même sans apport, vous avez la capacité de mettre de côté une partie de vos revenus de manière régulière. Ça ne sert à rien de demander à votre famille de vous virer 2000 euros ou encore une fois, d'essayer de gruger le système et de mettre 2000 euros d'un coup sur vos comptes en banque. La banque va le voir déjà, premièrement, et puis ce n'est pas cohérent avec ce que vous êtes et qui vous êtes. Encore une fois, commencez à épargner ne serait-ce que 10 à 15% de vos revenus si c'est possible, voire moins, même 100 euros par mois. Mais faites-le plusieurs mois avant la demande de prêt. Ça va montrer au banquier et à la banque en général votre discipline financière. Ça va montrer que vous êtes capable de mettre de côté et que vous le faites régulièrement, que ce n'est pas ponctuel. Parce que la ponctualité, ça effraie. Une banque, ce qu'elle veut pour vous faire un crédit à 110% et pour vous faire un crédit en général, c'est de la régularité. La banque, elle veut être payée. Point. Elle veut avoir le moins de risques possible et elle veut être payée. C'est tout. Donc si vous avez un projet ambitieux, si vous avez des revenus en dents de scie, si vous avez un effort d'épargne qui est plutôt ponctuel que habituel, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment quelque chose de lisse, quelque chose de régulier, quelque chose de propre, de carré et de rassurant. Ça, c'est les choses rassurantes. Mais pour la banque, si elle vous fait le crédit à 110%, elle fait un pas vers vous. Donc, elle fait un effort vers vous. Et vous, vous allez devoir faire un effort vers la banque. Là, vous allez vous laisser driver parce que généralement, ils ont l'habitude, ils vont le faire. Ils vont vous proposer des contreparties bancaires. Qu'est-ce que c'est une contrepartie bancaire? Si vous demandez le prêt, on va vous demander à coup sûr
de domicilier vos revenus professionnels et autres à la banque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez une autre banque, vous allez laisser votre autre banque et tous vos salaires, ils vont venir sur le nouveau compte bancaire parce que la banque vous donne, donc vous allez donner à la banque. C'est pour eux une garantie d'une relation à long terme avec l'établissement prêteur. Voilà pourquoi on vous demande la domiciliation des revenus et de tous les prélèvements. On va aussi vous demander des souscriptions à des produits complémentaires. Assurance vie, épargne salariale, PEL, livret A. On va aussi vous demander de prendre une carte bancaire mieux que la carte de base parce que c'est normal, on vous fait un crédit, donc vous allez la payer pendant un an de 9,90 € à la place de 3 €. Vous allez jouer le jeu. Et aussi, on va vous demander, d'une manière détournée, parce qu'on n'a pas le droit de vous l'imposer, mais on va vous le demander, d'assurer le bien en question, le bien que vous allez acheter auprès de la banque. Donc vous allez assurer le bien et c'est tout à fait normal. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'assurer le bien pour acheter. Mais soyez fair play. Si la banque vous accorde le crédit, il est normal aussi que vous fassiez des efforts et que vous preniez l'assurance petit-risque habitation chez eux. Ça me semble tout à fait logique. C'est donnant-donnant, c'est fair play. Si vous voulez vraiment que votre dossier passe et que vous avez pris les contreparties bancaires, que vous avez montré que vous êtes capable d'épargner, il vous reste une dernière chose à faire. Le banquier en face de vous ne connaît pas le projet. Il n'a pas visité le bien, donc vous devez lui amener un dossier complet, bien fait, bien écrit, pour que lui puisse ensuite défendre votre dossier tel un avocat auprès de la cellule crédit. Donc, vous allez présenter votre projet avec une fiche claire, avec des informations essentielles sur votre bien, des photos des surfaces, des photos claires qui montrent bien l'intérieur du bien et l'extérieur du bien. Essayez d'avoir un DPE pas trop mauvais, surtout si c'est pour l'achat d'une résidence principale. Essayez d'avoir un descriptif clair et concis pour votre projet. Essayez d'avoir une fiche descriptive complémentaire avec toutes les informations complémentaires qui pourraient être nécessaires. Et surtout, vous, ayez une bonne présentation physique. Arrivez à l'heure au rendez-vous. Arrivez avec une petite pochette et des copies de votre dossier que vous allez lui laisser en couleur si possible. Votre discours n'est pas brouillon et votre projet, il faut arriver avec un projet avancé. Si vous voulez vraiment un crédit à 110%, n'allez pas voir votre banque au début de vos recherches. Vous allez voir votre banque une fois que vous avez trouvé un bien et que vous êtes sur le point de signer le compromis ou que vous avez signé le compromis. Mais n'allez pas avec l'idée de voir combien vous pouvez emprunter parce que là, avoir un 110% sur une idée, c'est vague et c'est très compliqué. Non, vous allez avec un projet déjà bien avancé, bien ficelé, des photos en couleur, des descriptifs, un DPE qui n'est pas trop pourri. Et là, le banquier va vous suivre. Si vous avez un DPE pourri pour une résidence principale que vous n'avez jamais acheté auparavant, vous aurez beaucoup moins de chances que le banquier vous suive. Pourquoi? Parce qu'il va avoir des travaux d'amélioration énergétique à faire. Et ça, ils n'aiment pas trop, bien que pour certains cas, ils aiment proposer des crédits travaux. Mais là, dans le cas ci présent, ça ne sert à rien, à mon sens, d'aller avec une vieille ferme à rénover. Vous allez vous prendre un retour de bâton pour rien. Si vous avez suivi tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, vous êtes normalement paré pour avoir un crédit 110%. Vous avez toutes les chances de votre côté, votre pochette est prête, vous êtes prêt, pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Ce que je vais faire dans cette dernière partie, je vais vous parler des nouveautés 2025-2024, parce qu'elles restent en vigueur en 2025, mais pour certaines, elles ont déjà été en vigueur en 2024. Ça va vous permettre d'optimiser votre crédit après l'avoir souscrit. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, dans les contreparties, vous allez accepter des choses qui ne sont pas super pour vous. Toutefois, elles sont super pour la banque. Et comme c'est donnant-donnant, vous allez vous faire violence, mais pendant 1 an ou 2, vous allez les supporter. Mais une fois que ça c'est fait, il y a des petites choses à savoir. Tout d'abord, vous pouvez résilier l'assurance emprunteur à tout moment. Ça, c'est la loi Lemoine. Grâce à la loi Lemoine, vous pouvez changer d'assurance emprunteur à n'importe quel moment et en trouver une moins coûteuse ou mieux adaptée à votre profil. Ça peut réduire considérablement votre mensualité de crédit, puisque généralement dans la mensualité de crédit, on a le crédit et l'assurance emprunteur. Et vous pourriez par exemple économiser, je sais pas moi, entre 30 et 50 € par mois sur votre mensualité en fonction de ce que vous aviez souscrit, si c'était une assurance groupe ou pas, ou une assurance privée, peu importe. Mais vous pourriez économiser entre 30 et 50 € par mois. Et ça, la seule condition, c'est que la nouvelle assurance emprunteur réponde aux mêmes conditions que l'assurance en vigueur. On a l'impression que c'est compliqué, mais c'est bien plus facile que ce qu'il n'y paraît. La loi Lemoine, pensez-y. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible d'emprunter avec un crédit cohérent, des mensualités cohérentes, même lorsqu'on est malade. Avant,
il était compliqué pour quelqu'un qui avait du diabète ou pour quelqu'un qui avait malheureusement eu un cancer et qui est en rémission, d'obtenir un crédit avec une mensualité, je dirais, acceptable. Pourquoi? Parce que la banque prend le risque que malheureusement il vous arrive un malheur avant le remboursement total du crédit et ça, elles aiment pas, donc l'assurance était beaucoup plus chère. Mais depuis 2024, et c'est toujours le cas en 2025, pour les prêts inférieurs à 200 000 euros par emprunteur et remboursés avant l'âge de 60 ans, le questionnaire médical est supprimé. Ça veut dire que vous n'avez plus d'obstacle pour les personnes ayant des antécédents médicaux lourds de se voir punir une deuxième fois avec une mensualité exorbitante. Donc ça, c'est vraiment très très cool pour tous les gens. Au moins, vous partez pas avec un handicap. Bon, évidemment aussi, si vous êtes fumeur, libre à vous de le dire ou pas. Par contre, ne trichez pas trop. Parce que si jamais il vous arrive un malheur, et si jamais vous empruntez à deux, dites-vous que les bêtises peuvent être supportées par votre conjoint ou votre conjointe, et ça peut être dramatique. Donc, on fait attention à ce qu'on cache pas. Moi, encore une fois, je ne vous conseille pas de cacher des choses graves. Toutefois, c'est important de savoir que le questionnaire de santé est supprimé pour toutes les personnes qui achètent des biens inférieurs à 200 000 euros par emprunteur, hein, je précise, et remboursés avant l'âge de 60 ans. Allez, on attaque la dernière partie, donc la conclusion. Acheter sans apport en 2025, c'est un défi, mais c'est tout à fait possible avec une bonne préparation si vous maîtrisez tous les points qu'on a vus. Donc n'hésitez pas à réécouter ce podcast, je vous le conseille fortement. Je vous donne aussi 3 petites erreurs qu'il ne faut surtout pas faire. Ne pas préparer son dossier. N'arrivez pas les mains dans les poches à un rendez-vous bancaire, surtout si vous voulez un 110%. Un dossier mal ficelé, si vous dites au banquier, oui, bah, je vais vous envoyer les photos par mail, oui, bah, je vais vous envoyer ça demain. Oui, bah. Prenez le temps de rassembler tous les documents nécessaires. Allez là-bas avec un truc construit. S'il vous plaît, sinon déjà vous perdez des points. Aussi, ne sous-estimez pas l'importance de l'épargne, même si vous n'avez pas beaucoup d'épargne. Si vous êtes capable de faire un effort régulier, constant, et de mettre ne serait-ce que 50 ou 100 euros par mois de côté, c'est ce qui compte. Une épargne de secours rassure les banques. Négligez les frais annexes. Quand vous faites votre crédit, ça serait vraiment bête de se faire coincer à la banque parce que vous n'avez pas les 2500 euros de caution bancaire à verser. Pensez à tout, anticipez, faites en sorte d'avoir cet argent avant de vous lancer dans un projet immobilier démesuré ou pas, hein, mais faites en sorte d'avoir tout ça de côté pour faire quelque chose de bien et de propre. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains et surtout partagez votre expérience ou posez des questions dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de l'essentiel de l'immobilier. Ciao!